Bonjour à tous. Cette première table ronde sur les enjeux des chaînes d'approvisionnement se compose de Marie-France Paquet, économiste en chef et directrice générale du Bureau de l'analyse commerciale à Affaires mondiales Canada depuis 2017. Marie-France Paquet dirige une équipe d'analystes dans les domaines du commerce international, de l'investissement et de l'économie. Cette équipe effectue notamment des recherches et des analyses commerciales et économiques, telles que l'impact des accords commerciaux sur la main-d'œuvre et le genre, l'impact des services des délégués commerciaux sur le rendement des exportateurs canadiens ou l'incidence de l'investissement étranger direct sur l'économie. Marie-France Paquet a obtenu son doctorat en économétrie de l'Université Laval, conjointement avec l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. En deuxième panéliste, nous avons Florian Ménéris, chercheur et fellow Cyrano depuis 2017. Florian Ménéris est professeur agrégé au département des sciences économiques de l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal, ESG-UQAM. Titulaire d'un doctorat en sciences économiques de l'École d'économie de Paris, ses domaines de spécialisation sont le commerce international et l'économie urbaine. Ses recherches portent plus spécifiquement sur les déterminants de la performance économique des entreprises et des régions, ainsi que sur l'évaluation de l'impact des politiques régionales et industrielles. Enfin, en troisième panéliste, Thierry Varin, chercheur et fellow Cyrano depuis 2001, co-chercheur principal du thème Économie mondiale au Cyrano, chercheur responsable de Mondo International ainsi que du pôle Cyrano en sciences des données pour les échanges commerciaux et les transports intermodal. Thierry Varin est professeur titulaire au département d'affaires internationales à HEC Montréal. Il est passionné de sciences des données qu'il utilise comme principale approche méthodologique. À la modération de cette première table ronde, nous avons Nathalie de Marcellis-Varin, chercheuse et fellow Cyrano depuis 2003, présidente directrice générale du Cyrano depuis 2016. Nathalie de Marcellis-Varin est responsable du pôle Cyrano sur les impacts socio-économiques de l'intelligence numérique et chercheuse principale du thème innovation et transformation numérique. Elle est professeure titulaire au département de mathématiques et de génie industriel à Polytechnique Montréal. Elle est aussi visiting scientist à la Harvard T.H. Chan School of Public Health et chercheuse associée à l'Institut de valorisation des données. Titulaire d'un doctorat en sciences de gestion de l'École normale supérieure de Cachan, ses intérêts de recherche portent sur la gestion des risques et la prise de décision dans différents contextes de risques et d'incertitudes, ainsi que les politiques publiques mises en place. Donc, merci de votre présence à tous et bonne table ronde. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être avec vous en personne. Donc, on commence à reprendre les rendez-vous en personne et je dois dire que c'est beaucoup plus agréable. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de notre perspective, si vous voulez, à Ottawa, sur la résilience des chaînes d'approvisionnement. Et je dis bien sur la résilience. Oui, il y a eu des problèmes et il y en aura d'autres. Mais de notre point de vue, globalement, les chaînes d'approvisionnement ont plutôt bien réagi, si vous voulez, pendant la pandémie. Et on a dû évidemment travailler très fort pour essayer de changer un peu le narratif autour justement. Voyez-vous, on peut pas s'approvisionner en PPE ou en équipement de protection individuelle. Et puis donc, c'est la preuve qu'il faut tout rapatrier les chaînes d'approvisionnement et tout. Et on dit surtout pas, c'est absolument pas pensable. Et donc, on s'est vraiment lancé dans l'aventure, si vous voulez, pour essayer de représenter un peu quelles étaient, oui, les vulnérabilités, parce qu'il y en a, il y en aura, et essayer d'analyser ça de façon un petit peu plus rigoureuse ou de façon plus objective. Ça serait peut-être la meilleure façon de le présenter. Donc, évidemment, si vous avez une chaîne, même si elle est assez simple, hein, c'est vrai, il y a plusieurs points, plusieurs choses qui pourraient tourner mal, que ce soit dans le pays producteur à l'étranger. On peut penser dernièrement encore en janvier-février des fermetures massives en Chine d'entreprises. Donc, au départ, s'il y a moins d'offres, ça va plutôt mal. Des problèmes aux frontières étrangères, ça peut arriver également. Dans le transport, on en a entendu beaucoup parler. Et problème de notre côté, lorsque les biens arrivent chez nous, on peut penser à la grève au port de Montréal et hop là, c'est reparti, on est coincé. D'accord? Et même au niveau des industries canadiennes. Et si vous repensez en début de pandémie, hein, en fait, immédiatement, outre les équipements de protection individuelle, là, les plus gros problèmes qu'on a eu dans l'approvisionnement, c'était des usines canadiennes qui fermaient, hein, parce qu'un manque de travailleurs à cause de l'éclosion de la COVID. OK? Donc, ce qu'on a voulu faire, moi, je vous disais, c'est d'essayer de comment représenter un peu les vulnérabilités au sens large, donc dans l'économie. Hein, donc, on a utilisé les tableaux d'entrée-sortie à Statistique Canada. On les a jumelés avec les données de commerce. Et donc, ça nous permet de regarder, si vous voulez, 215, 216 industries, produits et services dans l'économie canadienne.
Okay? Et on a développé donc un indice qui a 2 dimensions. Donc, du côté de l'approvisionnement, okay? Donc, on a différentes variables et on tient compte quelle est la proportion des intrants qui sont importés, quelle est la concentration géographique des intrants, etc. Les importations indirectes, si vous voulez. Et on a aussi développé une liste, parce qu'on se faisait poser question au tout début, certains produits qui sont il y a peu de pays qui nous envoient les biens. Okay? Donc, on a environ 5000 produits pour lesquels il y a 1, 2 ou 3 fournisseurs qui fournissent 90% du marché canadien. Donc, et là, on ramène ça à 2-3 000 produits. On regarde qu'est-ce qu'il y a là-dessus, évidemment, en se disant, bon, s'il y a un pays seulement qui offre 90% de la production sur le marché canadien, s'il arrive quelque chose de ce côté-là, ça nous crée évidemment des ennuis très importants. Et du côté de la demande, donc évidemment, vous savez, il y a beaucoup de biens ou des services, mais surtout des biens, par exemple l'automobile, 90% de la production domestique prend la direction du marché américain. Donc, encore une fois, si pour une raison X, on n'arrive pas à vendre notre production, ben on va avoir des problèmes particuliers. Donc, on a regardé les exportations indirectes et évidemment la concentration géographique des exportations. Donc, dans le cas de l'automobile, évidemment, c'est tout à fait vulnérable. Donc, ça nous a permis de représenter ce que j'appelle mon petit graphique à bulles. Donc, nos 216 industries, comptez-les pas, vous n'y arriverez pas, sur le graphique. Donc, la taille de la bulle, évidemment, c'est l'importance du secteur d'activité dans l'économie canadienne. Et en haut à droite, donc, ça serait une industrie qui est évidemment vulnérable sur les 2 dimensions. Donc, d'où on s'approvisionne et où une grande proportion de notre production est vendue sur les marchés étrangers et peut-être, évidemment, grandement concentrée, sur le marché américain. Okay? Donc, c'est très facile à voir, à comprendre. C'est tout à fait objectif. On fait la même chose pour toutes les industries. Et vous avez évidemment beaucoup de bulles, grosses, petites, moyennes, dans le cadran en bas à gauche, qui, en fait, dépendent peu d'intrants étrangers et qui sont surtout des biens ou des services vendus sur le marché canadien. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de souci du tout, mais c'est moins propice, si vous voulez, à différents chocs. Et donc, on a développé cette mesure, si vous voulez, cet indice au tout début de la pandémie, donc au mois de mai 2020. Et ensuite, avec l'aide de collègues à Transport Canada, on a pu raffiner un petit peu, rajouter d'autres dimensions que je ne vous présenterai pas ici, mais pour tenir compte justement des ports d'entrée et de la chaîne logistique. Évidemment, plus c'est complexe, plus, encore une fois, de choses peuvent mal tourner et ça rend nos industries vulnérables. Okay? Alors, on a d'autres façons de regarder, mais à la 3 dimensions, c'est un peu difficile, donc on le fait un peu par étapes, si vous voulez, mais on peut regarder, donc, si, justement, un port d'entrée dans le sud de l'Ontario serait fermé pour une raison X, on peut voir automatiquement quels sont les secteurs d'activité qui sont automatiquement touchés dans l'économie. On a aussi utilisé le même indice, si vous voulez, pour la grève au port de Montréal. Donc, on est capable de voir exactement qu'est-ce qui transite par le port et de dire, voici les produits ou les secteurs d'activité qui vont être plus touchés. Et dernièrement, on a pu aussi l'utiliser à l'automne pour regarder un choc du côté changement climatique, donc complètement différent, donc dans l'ouest avec les inondations sur la côte ouest, et on avait quelques ports où il n'y a rien qui transite, les trains ne se rendaient pas, les ports donc étaient inaccessibles, il n'y a rien qui entrait, il n'y a rien qui sortait, et donc du coup, on peut faire la même analyse et on peut sortir quels sont les secteurs qui sont les plus vulnérables dans l'économie canadienne. D'accord? Donc, on a développé un outil qui, oui, a servi dans le contexte de la COVID, c'est vrai, qui a servi pour d'autres types de changements, de perturbations sur le marché, que ce soit donc la grève au port de Montréal ou des changements climatiques. Et évidemment, on l'a utilisé aussi dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc, voir c'est quoi les produits. Et je vous le montre pas ici, mais très simplement, c'est sûr qu'on dépend beaucoup moins d'importations que ce soit russe ou ukrainienne. Et donc, il y a très peu de secteurs qui sont affectés et ceux qui sont affectés de façon très faible. Okay? Donc, pour nous, c'est pas très important de ce côté-là. Pour les Européens, par contre, si vous faisiez le même exercice, évidemment, vous auriez quelque chose de très différent. Okay, c'est vrai, si vous pensez au prix de transport des conteneurs par bateau, les frais d'expédition ont atteint des nouveaux sommets en 2021, et j'aime bien dire des sommets en 2021, parce que vous voyez qu'après, les choses avaient tendance à vouloir s'améliorer, et ensuite, évidemment, est venue l'invasion, donc on verra comment les choses se stabilisent avec le temps. Du côté pour nous, le problème, évidemment, en début de pandémie, c'était très spécifique. Tout le monde voulait se procurer les mêmes biens au même endroit sur la planète. Il n'y avait simplement pas assez d'offres.
Par la suite, un grand changement, si vous voulez, on dépense plus en services, on dépense en consommation, biens de consommation, et donc, même chose, beaucoup de pression sur le système. Si vous regardez ici, tout simplement, une représentation de la quantité qui est fabriquée, exportée de la Chine, si vous voulez. Là, j'ai mis janvier à avril juste pour que chaque année soit comparable, donc c'est pas des années complètes. Et on voit effectivement une toute petite diminution pour le 2022, pour les premiers mois de l'année, qui est pas reliée évidemment à la guerre en tant que telle, mais qui est vraiment directement reliée aux fermetures en masse de grandes usines en Chine. Mais si vous voyez, si vous regardez de 2020 à 2021, donc c'est pas un problème du côté de l'offre. Okay? Et donc, c'est quoi notre rôle? Outre répondre à des questions très pointues quand arrivent différents chocs, c'est d'essayer d'être peut-être mieux organisé pour comprendre pas seulement ce qui est vulnérable, mais il faut pousser un peu le travail plus loin pour se dire, bon, ben, il y a vulnérabilité, ça va, mais il y a qu'est-ce qui est critique? Donc, si mes décorations de Noël n'arrivent pas à temps, bon, ça va. Si on n'a pas le produit chimique dont on a besoin pour les usines de traitement d'eau, c'est autre chose. D'accord? Donc là, il faut pousser et dire, bon, on va essayer de trouver une façon, et on a des idées, évidemment, pour passer de qu'est-ce qui est vulnérable, qu'est-ce qui est critique, faire le diagramme de Venn entre les deux. Et en fait, on pourrait pousser et dire, ben, il y a secteur critique versus produit critique. Là, donc, il faut se poser la question et se dire, bon, et une fois qu'on a trouvé ça, comment on améliore donc la résilience dans ces chaînes d'approvisionnement. Donc, très simplement, on pourrait bien dire, ouais, peut-être qu'il y a quelques produits pour lesquels, oui, on voudrait que la production soit domestique. On peut penser aux vaccins. On pourrait penser à des alliances stratégiques dans certains minéraux critiques, par exemple. Donc, un rôle pour le gouvernement au niveau des négociations internationales. On peut penser gestion des inventaires. Il y a des produits pour lesquels, oui, on peut tout simplement, c'est un peu plus coûteux, mais ça se fait. On peut hausser les inventaires et ça peut régler, à tout le moins, atténuer les soubresauts. Mais il y a aussi, étant donné que notre fibre d'entrepreneurs au pays, c'est surtout des PME, 99% de nos entreprises sont des PME. Donc, ce qui me préoccupe tout le temps, c'est de me dire, est-ce que les entrepreneurs ont une bonne visibilité dans leur propre chaîne? Ils connaissent peut-être les fournisseurs immédiats, mais les fournisseurs des fournisseurs, je sais pas. Alors, les gens ont la réaction de dire, non, moi, j'ai pas de fournisseur en Russie, ça va, je suis correct, mais il faut aller voir le Tier 2, Tier 3 et voir si effectivement, il y a pas rien derrière. Donc, est-ce qu'ils ont une bonne visibilité? Est-ce qu'ils ont un plan B? Parce qu'un entrepreneur peut très bien vous dire, oui, c'est la pièce A et elle vient de tel endroit en Asie et c'est le meilleur producteur, il est fait presque sur mesure pour moi, ça va. Mais est-ce qu'il y a un plan B? Parce que justement, ça peut être encore une fois, un tremblement de terre, un tsunami, peu importe, on peut pas s'approvisionner de cet intrant-là du pays. Si on n'a pas de plan B, ben on peut arrêter la production un bout de temps, mais après, on fait quoi si c'est à plus long terme? D'accord? Donc, c'est notre travail à nous. Vous vous lancez sur toutes sortes de projets de recherche. De notre côté, c'est ce qu'on va essayer de faire, donc de trouver un peu la rencontre, quels seraient les produits pour lesquels il faudrait se poser davantage de questions. Et ce qui arrive, c'est qu'évidemment, plusieurs ministères regardent, les ressources naturelles va regarder les minéraux critiques, etc. Le ministère de l'Industrie va regarder les trucs. Nous, on essaie d'aller de façon un peu plus exhaustive, si vous voulez, ou globale. D'accord? Donc, en conclusion, selon nous, les chaînes ont plutôt bien résisté pendant la pandémie. Je crois qu'on doit continuer de répéter la même chose. Les chaînes d'approvisionnement ont beaucoup de positifs, faut pas l'oublier, et de rapatrier en masse la production, c'est absolument pas pensable de façon globale, peut-être de façon pointue pour certains produits, oui, mais pas pour tout. Et la dispersion géographique, en fait, c'est un élément qui nous permet d'amenuiser les risques et non pas l'inverse. OK? Alors voilà, j'arrête ici. Merci. Bonjour, merci beaucoup. Je suis ravi d'être avec vous pour participer à cette table ronde. Je vais vous parler donc des enjeux peut-être un peu globaux tels que les économistes et les économistes du commerce international les perçoivent sur ces questions de chaîne d'approvisionnement. Et je vous ferai part de quelques éléments de réflexion peut-être que on peut avoir concernant le Canada, tirés de travaux de recherche que nous avons conduits avec mon collègue Julien Martin qui est ici aussi. Donc première chose, ça a été dit, mais donc les chaînes de valeur ont été effectivement au cours des derniers mois, des dernières années, mises fortement sous pression, que ce soit en raison
de la pandémie, que ce soit en raison de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, que ce soit en raison du blocage du pont ambassadeur entre le Canada et les États-Unis, on voit qu'il y a de multiples sources de pression sur les chaînes de valeur et on peut se dire que eh bien ces sources-là, elles sont là un peu pour rester. Hein, quand les problèmes liés au changement climatique, eh bien ils sont là et ils vont probablement perdurer. Les problèmes politiques, on peut se dire que le consensus qu'il y a pu y avoir au cours des dernières décennies sur le commerce international et sur la libéralisation commerciale, il est aujourd'hui daté et que donc cette politique commerciale plus agressive, on devrait continuer à l'observer dans les années qui viennent. Et puis, Marie-France en parlait, hausse des coûts de l'énergie. Cette hausse des coûts de l'énergie combinée avec des hausses tarifaires en cas de conflits commerciaux, ça crée des hausses de coûts au commerce qui peuvent venir durablement perturber les chaînes de valeur. Donc, face à ces mises sous tension, on entend effectivement de part et d'autre des appels à la relocalisation des activités. Hein, si on produisait tout au Canada, si on produisait tout au Québec, le Québec et le Canada seraient bien plus résistants. On entend la même chose de l'autre côté de l'Atlantique ou parfois de l'autre côté de la frontière au sud. Bien, je vais peut-être pas trop m'attarder là-dessus, Marie-France l'a dit, mais c'est une fausse bonne idée. Il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut être une fausse bonne idée. Une qui, moi, m'intéresse plus particulièrement, c'est que effectivement, ce faisant, on perd le rôle d'assurance que peut avoir le commerce international. Et donc, certes, on peut identifier des dépendances vis-à-vis de l'offre étrangère lorsqu'on est fortement ouvert, mais si on se met à tout reproduire à domicile, eh bien, on va plus être dépendant d'étrangers, mais on va être dépendant de ce qui se passe chez nous. Et nul n'est, nul n'est immunisé contre des chocs, qu'ils soient encore une fois liés au changement climatique ou à des chocs politiques qui viendraient perturber la production. Du coup, face à ça, qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire que si on identifie effectivement quelles sont les entreprises les plus vulnérables, eh bien, les entreprises les plus vulnérables, ça va être des entreprises qui sont effectivement impliquées dans des chaînes de valeur, mais qui ont peu de fournisseurs pour un certain nombre de leurs intrants. Hein, si j'ai un seul fournisseur, eh bien évidemment, je vais être véritablement dans le trouble si ce fournisseur n'est plus en capacité de fournir l'intrant que je lui achète. Et si en plus je suis engagé dans une chaîne de production en juste à temps, c'est-à-dire si je n'ai aucun inventaire, aucun stock vers lequel me tourner en cas de rupture dans l'approvisionnement. Donc, si on a en tête ces deux idées très très simples, sur les sources de vulnérabilité en termes d'approvisionnement, eh bien, il y a deux pistes d'action. Hein. Une fois qu'on a dit que la relocalisation n'était pas une bonne idée, face au changement auquel on assiste, il y a peut-être quand même des choses à faire pour renforcer la stabilité des chaînes d'approvisionnement. Et donc, si on a ces deux idées en tête, eh bien, deux pistes pour renforcer la stabilité dans les années à venir des chaînes d'approvisionnement, c'est d'une part de diversifier les fournisseurs, tant domestiques qu'étrangers, et peut-être reconstituer des stocks. Je parlais avec quelqu'un du domaine de la logistique au moment du dîner. C'est des dynamiques qu'on commence manifestement à observer. Les entreprises sont peut-être pas sûres que ça va durer 5-10 ans, mais clairement se disent que le juste à temps, en tout cas dans l'immédiat, c'est peut-être plus une aussi bonne idée que ça l'était par le passé, et reconstituer des stocks, ce qui est source d'embouteillage actuellement dans les ports. Par ailleurs, troisième piste aussi peut-être à explorer, c'est que dans un monde où les coûts au commerce, que ce soit en raison des coûts de transport ou des barrières tarifaires, vont augmenter, peut-être que les chaînes de valeur qui sont pour certaines aujourd'hui très très longues, avec beaucoup d'étapes de production dans des pays très éloignés les uns des autres, peut-être qu'il y a des choses à penser en termes de raccourcissement de ces chaînes de valeur. Donc tout ça pour dire que le commerce international n'est pas nécessairement un problème par rapport à cette résilience des chaînes de valeur ou à cette solidité des chaînes de valeur, mais une partie de la solution, voilà, si on repense les choses un tout petit peu différemment. Dans le temps qui me reste, j'aimerais dire deux mots maintenant sur le Canada et les enjeux pour le Canada quant à cette question. Le Canada, c'est une économie très ouverte,
Ok, donc on pourrait se dire bon ben très bien, on ne compte pas uniquement sur notre production domestique, hein, on commerce beaucoup avec l'étranger, donc de ce point de vue-là, on est pas mal, mais c'est une économie très dépendante pour ses approvisionnements des États-Unis. Et donc là, sur le volet diversification géographique, le Canada n'est pas dans une position très enviable par rapport à d'autres pays dans le monde, et notamment par rapport à d'autres pays développés. Hein. Quand on compare le Canada avec les autres pays développés, sa dépendance vis-à-vis de son principal partenaire commercial est juste gigantesque. Hein. Alors ça s'explique en partie par la géographie, hein, quand on est très proche d'un énorme pays, hein, donc compte tenu des lois de la gravité du commerce international, on commerce beaucoup avec les États-Unis, mais il n'empêche que ça pose souci. Avec Julien Martin, donc mon collègue de l'ESG-UQAM, on a récemment travaillé un petit peu sur cette question et ce qui nous a semblé intéressant, c'est que cette dépendance du Canada aux États-Unis en termes d'approvisionnement, elle n'est pas elle n'est pas uniquement liée au fait qu'une bonne partie des biens que nous utilisons comme intrants ou que nous consommons sont produits aux États-Unis. Ça, c'est 55% de nos importations. Mais on a aussi 14% de nos importations qui sont produites dans d'autres pays que les États-Unis, mais qui sont dédouanées aux États-Unis et réexportées ensuite vers le Canada. Hein, donc là, une forme de plateforme logistique. Et en plus de ces 14%, on a aussi un 8% qui sont produits ailleurs qu'aux États-Unis, qui arrivent aux États-Unis, qui ne sont pas dédouanés, qui sont directement mis sur des camions pour arriver, ce qu'on appelle sous douane, au Canada par la route. Hein, donc on a parfois souvent en tête, oui, la dépendance du Canada aux États-Unis, c'est gros, c'est 55% des importations. C'est pas 55% des importations, c'est 80% de nos importations quand on prend en compte cette dépendance logistique que l'on a vis-à-vis des États-Unis en matière d'approvisionnement. On a fait un exercice avec Julien qui est probablement pas très loin de ce qui a été fait à Affaires mondiales, mais vraiment spécifiquement sur cette question pour essayer de cartographier cette dépendance en fonction des secteurs. Je vais vraiment pas rentrer dans le détail de ces deux graphiques, juste pour vous dire que cette dépendance, elle est particulièrement forte pour le secteur manufacturier. Hein, par rapport aux services, le secteur manufacturier est fortement exposé et on a des différences entre les secteurs selon que la dépendance aux États-Unis, elle est une dépendance directe ou ce que l'on peut appeler une dépendance indirecte via cette chaîne purement logistique, quoi, enfin, et pas directement de production. Face à ça, comment essayer d'améliorer la résilience, on pourrait dire, du Canada ou la solidité des approvisionnements canadiens par rapport à cette dépendance vis-à-vis des États-Unis? Il y a un premier axe d'action qui peuvent être la signature d'accords commerciaux avec d'autres pays que les États-Unis. C'est dans cette logique-là, par exemple, que le Canada a négocié avec l'Union européenne. Hein, et donc là, on est dans une logique d'essayer de réduire un peu ce 55%. Hein, on va importer des biens qui ne sont pas tous produits aux États-Unis, mais qui sont aussi produits ailleurs. En ce qui concerne la dépendance logistique, là, peut-être plusieurs choses auxquelles on peut réfléchir. Quand on regarde les données, ça m'était confirmé par mon interlocuteur du domaine de la logistique tout à l'heure, ces flux qui sont produits ailleurs qu'aux États-Unis, mais qui nous arrivent par les États-Unis, ce sont souvent des petits flux. Okay, des flux plus petits, donc souvent des flux qui ne sont pas assez gros pour être directement mis dans un conteneur complet qui arriverait directement au Canada. On est obligé de partager le conteneur et ben parfois le conteneur du coup il va plutôt aux États-Unis. Donc là, il y a peut-être une réflexion à avoir sur la mutualisation du transport. Le tissu est fait de beaucoup de PME, on le disait. Ces PME, eh bien, leurs commandes sont pas suffisamment grosses pour remplir un conteneur, mais peut-être qu'on peut réfléchir à des manières de développer, de soutenir. Il y a des entreprises qui actuellement proposent ces services de consolidation des achats pour remplir des conteneurs, mais peut-être qu'il y a des choses que l'on peut faire dans cette dimension. On peut aussi penser à des commandes plus grosses grâce à la constitution de stocks pour augmenter la demande. Investissement dans les infrastructures. Peut-être qu'une partie aussi de cette dépendance logistique, elle vient de choses liées à la qualité des infrastructures ou à la nature des infrastructures. Donc là, je mets ça sur la table. J'ai pas de connaissances, précises dans le domaine, mais c'est une des pistes qui est peut-être à explorer. Et enfin, en attendant de véritablement diversifier,
Hein, quand on est dans la relation dans laquelle on est, il faut réussir à la faire fonctionner. Hein, lorsque Donald Trump dit à l'entreprise 3M, tes masques, tu les gardes pour les Américains et tu arrêtes de les envoyer ailleurs, notamment au Canada, eh bien, ça nécessite d'être capable de montrer aussi un peu ses muscles et de dire non, non, vous n'allez pas faire ça. Ce qu'a fait le gouvernement, ça a été de dire et les masques que vous les produisez avec de la pulpe de cèdre qui vient de Colombie-Britannique. Si vous ne nous envoyez pas les masques, on ne vous envoie plus la pulpe. Ça rejoint ce que disait Marie-France, c'est aussi identifier peut-être les produits sur lesquels nous sommes des fournisseurs critiques pour augmenter notre pouvoir de négociation et en attendant d'avoir une diversification adéquate, d'être capable d'être dans des discussions dans un rapport de force équilibré. Je vous remercie. Bien, bonjour à toutes et tous, c'est un plaisir d'être ici. Merci à l'équipe du Cyrano d'avoir organisé cet événement. Donc tout a été dit, c'est ça qui est vraiment intéressant à être le dernier à passer dans un panel. Donc moi je vais aller très vite en fait, parce que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Une note de bas de page, tu m'as fait penser, Florian, ce que je trouve dans les statistiques que tu montrais en particulier, ce que je trouve particulièrement intéressant, donc en termes d'économie politique, hein, on voit bien le mélange entre vos deux présentations, entre la dimension gouvernement, État, et puis l'économie, les chaînes de valeur, les entreprises qui décident de prendre des partenaires à tel endroit, à d'autres endroits. Pourtant, au Canada, avec la ECG, en plus, par rapport aux États-Unis, le Canada a accès à un peu plus de 40% du PIB mondial en termes de libre-échange. Donc et beaucoup plus parce qu'il y a d'autres accords commerciaux, mais en particulier avec l'Union européenne et les États-Unis, ce que les États-Unis n'ont pas. Donc c'est intéressant de voir qu'on a des autoroutes énormes au Canada, et il faut pouvoir les utiliser. Il faut que les entreprises d'ici, mais voilà, on a plein de petites et moyennes entreprises. Comment est-ce qu'on les informe que ces autoroutes existent? Et c'est peut-être une des solutions à la diversification. Donc moi, je suis pas ici pour parler des accords de libre-échange et puis du PIB mondial, mais néanmoins, je pensais que c'était quand même une statistique intéressante pour compléter peut-être, et puis introduire aussi l'idée de données en temps réel, géolocalisées. Est-ce qu'on peut utiliser aujourd'hui l'intelligence artificielle en fait pour gérer ces risques? Ce que je dis souvent à mes étudiants, c'est que nous sommes la génération la plus avancée technologiquement dans l'histoire de l'humanité. Voilà, c'est tout. Là, maintenant. Et nous avons accès au plus grand nombre de données comme jamais dans l'histoire de l'humanité, quels que soient les domaines. Vous avez un téléphone cellulaire, je peux tout savoir sur votre téléphone cellulaire, votre santé, etc. Si vous faites du sport, dans quel restaurant vous allez, qu'est-ce que vous avez mangé, est-ce que c'est bon pour votre santé, etc., etc. Donc, on a énormément de données sur la planète. À des niveaux granulaires comme jamais sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Ces données sont structurées ou non structurées. Vous savez quoi, avec les réseaux neuronaux, les nouvelles méthodes, on est capable d'aller chercher de l'information aussi dans les données non structurées. À nouveau, souvent j'entends, j'ai tweeté, mais un tweet, ça me donne pas beaucoup d'informations. Oh là là, un tweet, ça me donne énormément d'informations. Je sais si vous utilisez un ordinateur Apple, si vous utilisez un ordinateur IBM. Du coup, j'ai des informations sur votre niveau de revenu. Il y a 32 métadonnées associées à un tweet. Le texte du tweet m'intéresse pas, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est toutes les autres données associées avec ce tweet-là. Donc, pensez au monde de données dans lequel nous vivons, ok. En tant que personne individuelle, on a énormément de données. Est-ce que dans le monde professionnel, vous utilisez ces données? Est-ce qu'on utilise ces données pour les questions de gestion de risque, etc. Donc ça, c'est les questions, moi, qui m'intéressent. Et donc, nous sommes dans l'histoire de l'humanité, nous sommes la génération la plus avancée technologiquement. Donc, on a ces données. Et depuis peu, on a des modèles en intelligence artificielle qui nous permettent d'inférer des théories. Donc c'est de l'inférentiel, d'inférer des théories en temps réel, parce que c'est pas seulement les données qui changent en temps réel. Vous lancez des réseaux neuronaux sur des données qui changent en temps réel, eh bien les théories changent en temps réel. Donc d'un seul coup, nous sommes dotés d'une intelligence augmentée, pas seulement l'intelligence artificielle. Nos cerveaux servent aussi dans l'équation, et vous êtes capable d'analyser ces données avec des modèles qui changent en temps réel et qui vous donnent des informations en permanence, et des informations qui sont aussi géolocalisées. Donc c'est mon contexte à moi. Quand je regarde les données, je les veux en temps réel. Et puis, je veux que les modèles changent aussi en temps réel. Je cherche... donc, quand on parle aujourd'hui des problèmes de chaîne d'approvisionnement, Churchill a dit c'est peut-être une opportunité, en fait, de trouver des solutions.
Il faut évidemment avoir de la compassion par rapport à tous les enjeux qu'on rencontre, etc. Et puis les problèmes humains, parce que derrière l'économie, il n'y a pas d'économie sans humains. Donc si l'économie ralentit, c'est que des humains subissent les conséquences de ce ralentissement. Donc il faut avoir de la compassion, mais en même temps, il faut aussi rebondir et trouver les solutions. Vous savez quoi, on est la génération la plus avancée technologiquement. Peut-être qu'on peut trouver des solutions aussi avec ces nouvelles technologies. Juste quelques statistiques. McKinsey avait interrogé en fait des entreprises et pour confirmer ce qui a déjà été dit, en réalité, c'était plus facile d'augmenter les inventaires. Mais elle pense aussi à faire de la régionalisation. Donc, en anglais, ce qu'on appelle le nearshoring, ou de mettre dans le pays, donc le reshoring ou le backshoring, en fait, en anglais. Voilà les termes qui sont utilisés en anglais. Donc, la régionalisation ou rapatrier dans nos frontières, en fait, une grande partie de ces chaînes d'approvisionnement. Mais essentiellement, les entreprises pensent aux deux, mais pensent aujourd'hui, en termes d'action, surtout, à augmenter les inventaires. Ce qui n'aide pas non plus dans les chaînes d'approvisionnement. Ensuite, ça a déjà été mentionné, effectivement, les entreprises ont une visibilité sur leurs fournisseurs autour d'elles, mais n'ont pas de visibilité en réalité sur les fournisseurs de leurs fournisseurs, etc. Donc, c'est très peu d'entreprises qui contrôlent en fait leur chaîne de valeur. Et à nouveau, moi je viens avec mon contexte, les données, les réseaux neuronaux, est-ce qu'on est capable, puis ça c'est pas de la science-fiction parce qu'à nouveau vous utilisez ça sur vos téléphones cellulaires quand vous téléchargez une application, pourquoi est-ce que je pourrais pas avoir ça dans un contexte professionnel? Je me pose la question, donc ça s'en vient ou ça existe déjà et il faut peut-être le généraliser. Donc on est capable aujourd'hui d'avoir de l'information sur toute ma chaîne de valeur, en réalité. Il suffit juste de réaliser que c'est une question et il faut qu'on puisse amener la solution technologique pour dire que c'est une question. On a deux types de grands risques qui ont chamboulé en fait nos chaînes d'approvisionnement, des risques systématiques qui ont impacté tout le monde et des risques systémiques donc qui sont au niveau des entreprises. Les risques systématiques, vous les connaissez, on est quand même encore dans une période post-2008 avec des réserves de banque centrale qui sont énormes, etc. À ça, on ajoute des crises environnementales à certains endroits, dans des pays qui sont moins ouverts que d'autres, par exemple Haïti, mais dans des pays qui sont beaucoup plus ouverts que d'autres, ou en tout cas beaucoup plus critiques en termes d'approvisionnement d'électronique, par exemple. L'électronique, à nouveau, c'est ce que vous utilisez en permanence, et ça, c'est le Japon, par exemple. À ça, vous ajoutez des risques politiques. On avait l'impression qu'il n'y avait pas de risque politique. Moi, quand je regarde la planète, je me dis que non, il y en a des risques politiques. On a oublié la Crimée, et puis on est surpris de l'invasion en Ukraine, mais c'est parce qu'on s'habitue à toutes ces mauvaises nouvelles. Mais en réalité, les risques politiques sont là et on peut les mesurer. Rien n'est parfait dans la mesure. Attention, je suis pas un sectaire de la mesure, etc. Et puis j'oublie les biais, j'oublie l'éthique, tout ça. Non. Justement, quand on est sérieux dans les données, on se pose toutes ces questions-là. Et puis, vous ajoutez à ça, dans l'histoire de l'humanité, un pic, une pandémie quand même extrêmement importante et qui va effectivement changer la donne économique, donc la donne humaine. D'un seul coup, des populations tombent malades, des gens meurent. Ça change forcément l'économie parce que à nouveau, l'économie, c'est l'humain. Et puis, on a des risques terroristes et d'autres types de risques qui sont plus géolocalisés, etc. Donc, tout ça, ce sont les problématiques systématiques. Et puis, vous avez les problématiques systémiques, comme on le disait. Il y a ce qui est avant mon entreprise et il y a ce qui est après mon entreprise. Les changements, la transformation du travail, etc. Qui va faire que entre Vancouver et puis Montréal, avant, ça prenait un camionneur qui faisait tout le parcours. Maintenant, ils veulent plus, donc il faut s'arrêter 5 fois et puis déposer dans un entrepôt. Ils rentrent à Vancouver et puis le prochain prend le camion, prend la marchandise, l'amène à l'autre entrepôt, etc. Puis vous faites ça 5 fois, puis vous arrivez à Montréal. Donc tout ça change effectivement et ça nécessite une adaptation. Vous avez aussi donc deux grandes familles de risques, dont une famille qui est les risques catastrophiques, c'est faible probabilité de réalisation et grandes conséquences. Donc, il faut, quand on regarde la matrice risque systématique et risque systémique, il faut aussi faire attention à quelle définition de risque on utilise. Donc, on parlait des situations critiques tout à l'heure. Un exemple,
c'est par exemple Taïwan, où l'essentiel de la production des microprocesseurs est réalisé. Donc, quand vous regardez ces statistiques nationales, vous dites oh, « Waouh, Taïwan ». Donc, vous avez TSMC, qui est d'ailleurs un des leaders mondiaux, non seulement en termes de volume, mais aussi en termes d'innovation. Ils font des puces 5 nanomètres, on descend à des puces de 3 nanomètres et ils commencent leur production. Ils ont commencé leur production là, on va avoir accès à ça en 2022. Donc ça, c'est l'innovation technologique, c'est notre monde, c'est le monde d'aujourd'hui. Taïwan est leader mondial. Et je pense à Taïwan, je pense à Taïwan, et donc c'est l'essentiel de la production mondiale qui se fait là. Et il faut savoir qu'il y a un des éléments dans la production de puces qui vient à 80% de l'Ukraine. Donc tout est interrelié là-dedans. Donc c'est des risques catastrophiques. Donc petite probabilité, mais grande conséquence. Donc c'est quoi la solution? Donc, est-ce que la solution, c'est le rapatriement? Est-ce que la solution, c'est la régionalisation? Le rôle des acteurs, les entreprises, les gouvernements. Oh mon Dieu, la planète est une planète risquée. Il faut que mon gouvernement me protège et mette en place des politiques, etc., etc. L'achat local, tout ça. En fait, est-ce que la mondialisation est trop loin? Est allée trop loin? Est-ce que on a un peu exagéré la réponse? Et puis du coup, est-ce qu'il faut rapatrier? Est-ce qu'il faut demander au gouvernement de rapatrier, etc. Donc vous avez entendu déjà des éléments de réponse. Moi, je vous dirais, il faut savoir diagnostiquer les risques. On a des solutions pour gérer les risques. On sait faire ça. Identifier les goulets d'étranglement, faire la diversification, on en a parlé. Et tout ça basé sur des données en temps réel, avec des modèles, des nouveaux modèles d'analyse auxquels tout le monde travaille. Je regarde Dalibor qui est ici. Les gens travaillent sur ces modèles-là et sont capables d'aller chercher de l'information de toutes ces données. Est-ce que... donc, je vous ai fait une petite addition et une égalité. C'est quoi est-ce qu'il faut réinventer le capitalisme mondial? En réalité, oui. Pourquoi? Donc c'est ce que je vous ai mis, le capitalisme mondial 5.0. C'est en référence au concept de société 5.0 du Japon. Ils sont beaucoup plus pragmatiques par rapport à ça. La technologie fait partie de leur vie. La démographie n'est pas favorable. Donc comment utiliser la technologie pour en fait changer la société? C'est la même question pour moi. Est-ce qu'on peut utiliser ce qu'on sait des données humaines, des données sociales, avec les nouvelles méthodes d'analyse, pour avoir un capitalisme mondial 5.0. Et je vois tout le monde qui bouge et il faut que je termine. Moi, je dis souvent à mes étudiants, on est sur un vaisseau spatial à travers l'espace. On n'a pas besoin de se battre pour qui contrôle la direction de ce vaisseau spatial. On a une très fine couche d'oxygène autour de ce vaisseau spatial. Et j'aimerais bien continuer de parler aux gens à l'autre bout de la planète pour pouvoir régler des problèmes de ce vaisseau spatial, les écosystèmes. Donc, dans nos chaînes d'approvisionnement, est-ce qu'on est allé trop loin? Oui, si vous intégrez les changements climatiques, les carburants peu chers qu'utilisent les grands transporteurs, les grands bateaux, etc. Si vous pensez aux droits de la personne, au travail des enfants, etc. Si vous intégrez, donc les économistes parlent d'internaliser les externalités négatives, ça prend des années à savoir dire ce que je viens de dire là, internaliser les externalités négatives. Donc si vous savez internaliser les externalités négatives, et c'est ce qu'il faut dans un système qui soit capitaliste humain 5.0, si vous faites ça, vous vous rendez compte que les chaînes d'approvisionnement doivent rétrécir. Est-ce que c'est une politique? Non, c'est juste la politique est d'internaliser les externalités négatives. Et après, c'est l'économie mondiale qui décide d'aller chercher à quel endroit on met nos avantages comparatifs. Donc voilà, merci. Désolé d'avoir été trop long. Alors, merci beaucoup à tous les trois. On s'était tellement bien préparé que toutes les questions que j'avais préparées, ils y ont répondu parce que j'avais déjà dit sur quoi. Il y en a une sur laquelle, puis ça va être un peu la conclusion, mais j'aimerais que vous en parliez. En fait, on le voit. Donc, on voit à travers ces présentations que les enjeux de commerce, les enjeux de transport, vous l'avez vu à chaque fois, on parle aussi bien des modes que des secteurs, que des pays, que des endroits. Mais il y a un élément sur lequel j'aimerais revenir parce que je pense que quand on s'est parlé en préparant le panel, on s'est dit, il ne faut pas se priver, en fait, d'apprendre de la crise, de ce qui s'est passé. On a réussi à se retourner rapidement, on a réussi à prendre des décisions. Et on le voit, on parle de plus de stockage, de faire différent, le juste à temps. On voit qu'il y a une transformation de ce qu'on peut faire. Mais j'aimerais il y a un enjeu, puis tu en as un peu parlé, Thierry, quand tu parlais d'internaliser les externalités négatives, je sais le dire moi aussi, c'est les éléments qui sont reliés justement aux critères ESG.
Et notamment, on va parler de l'environnement, dans le sens où actuellement, un autre élément, vu qu'on change les façons de faire, vu qu'on se repositionne sur nos chaînes de valeur, chaînes d'approvisionnement, est-ce qu'on peut aller vers un écosystème plus responsable, des chaînes de valeur plus responsables? Ces éléments-là qui sont majeurs aujourd'hui, parce que même si on le voit, il y a des défis. Tu as dit, finalement, il n'y en a pas tant que ça, mais il y a quand même d'autres défis, les défis environnementaux qui sont présents. Donc, la question que j'aurais pour vous, pour terminer ce panel-là, c'est avec tout ce que vous avez dit, comment on peut faire pour internaliser justement les enjeux reliés à l'environnement notamment? Alors, allez-y, là, vous parlez tous les trois. Je me lance. Un des aspects, c'est pas les seuls, mais c'est ce que les économistes disent pour internaliser les externalités, il faut que les prix reflètent véritablement les coûts, donc notamment en matière d'environnement. Quand on importe des biens, il est important, dès lors qu'il y a un coût environnemental à la fois à la production et au transport de ce bien, que ce coût soit reflété dans son prix. C'est tout le débat sur la taxe carbone, dont on parle beaucoup ici depuis longtemps, qui est compliqué à mettre en place. Juste là-dessus, le Parlement européen a voté récemment le go pour la mise en place d'une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne. C'est certainement pas étranger à ce qui s'est passé ces dernières années. Donc oui, d'une crise, les crises peuvent servir d'accélérateur de changement, et c'est important quand c'est des gros joueurs comme l'Union européenne qu'ils s'y mettent, parce que compte tenu de leur poids dans l'économie, ils peuvent avoir un effet d'entraînement sur les autres qui peuvent avoir des hésitations. Donc c'est un exemple, c'est certainement pas suffisant, c'est certainement pas le seul, ça vient peut-être pas assez vite, mais c'est un exemple de changement en action. Je vais me permettre de rajouter sur la taxe carbone, évidemment. Donc, l'Union européenne peut-être nous rend service, ça nous force un peu la main, considérer comment on va mettre ça en place chez nous, et c'est ce qu'on est en train de faire au niveau fédéral. Mais évidemment, c'est ce qui se passe au sud, la frontière qui est très... on veut bien mettre quelque chose en place, mais on ne peut pas le faire au détriment complet de l'économie. Donc, on espère, dernière nouvelle, les Américains peut-être sont en train de reconsidérer leur approche, ce qui nous aiderait grandement, j'ai l'impression. Mais dans une autre direction, que ce soit la norme ESG ou enfin c'est cette idée que le gouvernement ne veut pas, par exemple, que les biens arrivent à la frontière, qu'ils soient faits avec du travail forcé, par exemple. De notre côté, au niveau fédéral, la difficulté, c'est comment le mettre en pratique. C'est beau, c'est très bien, c'est louable, mais du côté pratique. Donc, nous, on regarde ça un peu comme si c'était l'équivalent d'une règle d'origine. Donc, c'est-à-dire, on le fait pour les produits, pour qu'on ne pourrait pas simplement ajouter. Donc, oui, ça se transmet dans le prix, mais aux frontières, donc en demandant davantage d'informations et appliquant justement quand les produits arrivent chez nous. Ou avant qu'ils arrivent chez nous, de préférence. Moi, comme j'ai été très long, vous connaissez déjà ma réponse. En fait, oui. Pour moi, c'est dans l'ADN de ce que devrait être l'économie de marché. Il y a le capitalisme et le système de prix. Le système de prix tel qu'il est utilisé aujourd'hui n'internalise pas les externalités négatives. Donc, et on parle du carbone, mais ça peut être plein de choses. Ça peut être des produits chimiques, de proximité, etc. Donc, à chaque fois que je crée une pollution, il faudrait que je puisse avoir un prix sur cette pollution pour que le mécanisme de marché fonctionne. Les incitatifs se mettent en place, c'est trop cher, je ne l'utilise pas. Ou si je l'utilise, je vais payer le prix pour pouvoir ensuite dédommager et créer un incitatif à trouver une alternative également. Donc, et c'est la différence entre le système de prix et puis le système capitaliste. Souvent on mélange les deux, mais c'est deux choses différentes. Et donc internaliser ces externalités négatives. Donc aujourd'hui on parle des émissions carbone parce que c'est l'enjeu, c'est un enjeu vital pour l'humanité et les écosystèmes sur la planète. On le voit, on commence à le ressentir. Pour moi c'est un peu trop tard, mais c'est jamais trop tard. Il faut vraiment le mettre en place. Donc et si on fait ça, vous savez, d'un seul coup, on a les bons mécanismes. Parce que c'est ça qui va inciter les entreprises et je sais que dans la salle, on a quelqu'un qui travaille sur l'économie circulaire. Donc, d'un seul coup, on aura les bons mécanismes pour l'économie circulaire, etc., etc. Plutôt qu'une politique qui dit, il faut faire la politique de rapatriement chez nous. On l'a entendu, ça va augmenter les risques. Et oui, mais de tout ce que tu proposes, ça va faire un rétrécissement des chaînes d'approvisionnement, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. La politique, c'est effectivement d'internaliser les externalités négatives, les changements climatiques en priorité. Les chaînes d'approvisionnement vont se resserrer. La mondialisation va changer de nature.
dans l'intérêt de notre vaisseau spatial à travers la planète et sa fine couche d'oxygène autour du vaisseau spatial. Et puis, on aura les bons mécanismes, les bons incitatifs. Les entreprises continueront d'être productives. Ça vient avec des enjeux, parce que les pays en voie de développement, d'un seul coup, vont avoir un petit choc quand même, parce que va falloir... ça va rétrécir ces chaînes d'approvisionnement, donc ça vient avec ces enjeux-là. Aussi chez nous, les populations, et aujourd'hui, avec les réserves des banques centrales qui sont élevées comme jamais dans l'histoire de l'humanité, faut regarder les chiffres des réserves des banques centrales. 2008, c'est petit par rapport à nos réserves de banques centrales aujourd'hui, et je les blâme pas, c'était juste nécessaire. Donc, mais c'est un fait. Donc ça veut dire qu'il y a une pression aussi de l'inflation qui vient de là. Et ça veut dire que si on internalise les externalités négatives, les populations avec les revenus les plus faibles vont aussi, va falloir les accompagner. Donc c'est compliqué, mais on n'a pas le choix. Merci beaucoup à tous les trois. En tout cas, c'est sûr que c'est des sujets qu'on va continuer à explorer cette année. J'avais d'autres questions qui concernaient aussi, évidemment, tous les enjeux de transport qui sont reliés à ces aspects-là. Quand on repense et qu'on opérationnalise finalement ces enjeux qu'on a vus, comment on peut trouver des solutions. Et je pense que ça va faire l'objet, évidemment, de travaux. Je vois qu'il y a Alain dans la salle. Données en temps réel, géolocalisées, c'est ça qu'il faut. Alors, merci beaucoup. Et puis, on va passer au deuxième panel. Merci beaucoup.